Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir et grandir en tant qu'entrepreneur. En effet, ce podcast va vous présente l'interview de différents entrepreneurs de différents marchés qui ont réussi à mettre leur santé au cœur même de leur business plan. Ce podcast se veut donc être inspirant et de découvrir à travers la carrière, la vie entrepreneuriale de ces différents invités, eh bien, les points clés, les routines, les pépites qui ont permis justement à ces entrepreneurs d'avoir un succès, soit un succès grandissant, soit un succès déjà bien acquis. Mon invité aujourd'hui est Pierre Portevin, à la fois coach de vie et auteur de plusieurs ouvrages. Il va partager avec vous les différentes aventures, récits de son parcours entrepreneurial. Et vous allez découvrir d'ailleurs que l'un de ses ouvrages, Mon meilleur ami c'est moi, représente à merveille à la fois sa carrière et les comportements, les routines qu'il a développées pour maintenir la forme, mettre sa santé au cœur même de son business plan et encore aujourd'hui avoir la créativité, l'envie de changer certains aspects de son coaching, voire de produire, de publier un nouvel opus. Je vous souhaite une excellente écoute, je vous encourage vraiment à écouter cette version longue et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Bonjour Pierre, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David, ben, écoute, je vais plutôt bien, une bonne journée, il a fait très beau et même chaud aujourd'hui en Belgique où je vis et la journée fut bonne, un peu trop digitale à mon goût, c'est pas toujours évident, donc un peu de fatigue malgré tout, qui est trop de la fatigue intellectuelle et pas assez de la fatigue physique, Voilà, donc je vais compenser ça tout à l'heure. je te comprends tout à fait. Je vais effectivement te retenir encore un petit moment devant ton écran pour cette interview, dont je suis très très heureux de pouvoir organiser avec toi. Est-ce que tu me permets tout d'abord de repasser par quelques événements de ta vie, de ta carrière, avant de plonger dans le sujet? Écoute, je ne sais pas si c'est passionnant, disons que ma vie est loin d'être linéaire. Tout à fait. J'ai une vie en zigzag. Tout à fait, c'est ce qu'on va voir. Et donc, ce podcast qui est justement pour inspirer les entrepreneurs à replacer leur santé au centre de leur business plan, eh bien, nous allons un peu parcourir ton expérience à toi et nous verrons en fin d'interview les éventuels conseils, en tout cas expériences, leçons que tu as tirées jusqu'à présent de cette carrière, je dirais, de multi-entrepreneur, on va le découvrir, et donc comment aujourd'hui tu arrives à gérer tous ces éléments-là. Tu viens de le dire, après cette interview, tu vas un petit peu fatiguer le corps pour reposer l'esprit, eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et donc, tu es né en 1956 et très vite, tu pratiques un tas de sports. Tu pratiques le ski, le tennis, la natation, sans spécialement faire de la compétition. Le vélo également, qui un jour t'emmène directement dans l'allée du voisin. Et donc, tu prends les choses à bras le corps, comme on pourrait dire. On verra que plus tard, tu vas aimer la vitesse, mais sur un autre type d'engin. Et petit à petit, ben, j'imagine comme tout le monde, tu passes ton enfance, ton adolescence. Est-ce qu'à l'époque, le sport était un besoin ou est-ce que c'était par des occasions qui se sont présentées? Écoute, je pense que le sport est vraiment devenu un sport pour moi vers 10-12 ans, avec l'apprentissage de la natation et du ski, avec des moniteurs, avec des gens qui m'ont appris, avec de l'exercice, de la pratique. Avant ça et après ça d'ailleurs, ça a plutôt été un passe-temps. Le vélo, c'était un moyen de locomotion, c'était ma liberté en tant qu'enfant. J'étais à la campagne, les week-ends, ben, il fallait le vélo pour partir. Il y avait des grosses montées, des grosses descentes. Voilà. Le tennis, c'était aussi un passe-temps, c'était plus le jeu que le sport lui-même. Le sport en soi, l'exercice en soi, n'a jamais été une vraie passion chez moi. Pas un but en soi, mais on le verra au cours de ta carrière. Tu l'as
testé à différents niveaux. Et c'est intéressant parce que tu es dans ce podcast le premier interviewé qui n'est pas dans le domaine de la santé en tant que tel. On va découvrir un petit peu ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as intégré finalement cet élément santé via le sport ou d'autres paramètres pour pouvoir justement garder la santé. Et on parle de santé, en 1976, un premier événement très important dans ta vie et dans ta carrière, le décès de ta maman, qui, au-delà de cette disparition et de cette douleur, te catapulte à la tête de l'entreprise familiale. Oui, c'était malheureusement une mort, et plus exactement une suite de décès, puisque mon père naturel qui vivait avec nous, qui était un homme assez âgé, lorsque je suis né, il avait plus de 55 ans. J'étais plus jeune que certains de ses petits-enfants. Et donc, ma mère, c'était un second couple, mais ils n'étaient pas mariés. Et mon père est décédé quand j'avais 17 ans. C'est ça. Et donc, ma mère avait repris la direction de toutes ses activités. Et puis, je pense que son chagrin était tel qu'elle n'a pas survécu. Et un long cancer qu'elle a accepté de soigner pour prolonger la durée de sa vie, pour être plus longtemps avec ma sœur aînée qui a 2 ans de plus que moi et moi-même, lui a fait encourir toute une série de douleurs intenses dont elle n'avait pas parlé, elle n'a très peu parlé de tout ça avec nous. Et je voyais bien sa santé décliner, mais son décès lui-même a été un peu, je ne vais pas dire caché, parce que je suis rentré le jour même, sans m'en parler, sans m'expliquer. Oui, va voir tes copains. Voilà. Et donc, ça n'a pas été très simple, et en même temps, ça a été un moment de liberté pour moi aussi. Donc en toute chose, il y a du difficile, il y a du triste, et puis il y a des choses qui sont plus agréables aussi. Et j'ai plutôt vécu ça aussi avec à la fois chagrin et optimisme, C'est ça, et confiance. Peut-être même excès de confiance. Mais j'avais 20 ans, il y avait plus de 80 personnes dans toutes ces entreprises, dont certaines étaient déjà en difficulté. On était relativement bien conseillés sur le côté opérationnel, mais pas sur le côté stratégique. Et c'était l'époque où, je parle des années 76, 70, 76, 77, 78, ce sont les années d'hyperinflation. Il y avait plus de 15% d'inflation, les taux hypothécaires étaient à 16, 17%, donc il fallait acheter quelque chose, tu en prendrais à 16%. C'est gigantesque, évidemment. Donc, c'était très difficile à gérer. Très difficile à gérer. C'est ça, catapulté à un jeune âge, mais ça ne t'a pas freiné puisque très vite, tu ouvres un premier restaurant et puis un premier bistrot. En parallèle, le multi-entrepreneur finalement que j'ai découvert avec la préparation de cette interview, parce qu'on se connaît maintenant depuis presque 8 ans, néanmoins, effectivement, au niveau professionnel. Et dans justement les fins des années 80, tu as cette inflammation qui entraîne la crise pétrolière. Vous devez effectivement vous séparer des différentes parties de l'entreprise pour des croûtes de pain, malheureusement. Et donc, finalement, en 1983, tu te lances dans un autre domaine. Tu deviens stagiaire dans la communication, c'est ça, hein? Oui, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un paradoxe. J'avais un bistrot qui tournait bien. Ça rapportait plus tellement d'argent, je te bien, mais ce n'était pas exceptionnel. Mais à la fois, ça m'emmerdait. Et alors ça, c'est une chose formidable qui m'est arrivée. Je me rendais compte que cette vie de nuit fortement alcoolisée, parce que même si je tiens bien l'alcool, j'ai pas de souci, mais on offre des tournées tout le temps, donc il y avait quand même beaucoup de consommation d'alcool. Et je me rendais compte que si je continuais comme ça, j'allais mourir. C'est ça. J'avais vraiment cette impression-là. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui faisaient ce métier en même temps que moi,
qui sont décédés beaucoup trop tôt. C'est toujours très triste, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai eu cette espèce de coup de force, de coup de bol, de me dire il faut que je fasse autre chose. Et puis une main tendue d'un ami qui demandait des conseils. Je lui ai dit écoute, je te fais les conseils, je veux bien prester certaines choses et tu me gardes à côté de toi pendant la journée comme stagiaire et je viens regarder ce que tu fais. Terrible. Parce que là, tu n'as pas encore 30 ans et tu as déjà justement une fameuse carrière en tant que dirigeant, en tant que chef finalement d'entreprise. Donc là, en 1983, tu es stagiaire. En 1986, donc 3 ans à peine après, tu parlais d'un ami à un instant, et bien là, c'est création d'une agence de communication, justement avec 2 amis, Jean-Michel Martin et Pascal Wittner, et vous lancez Palmarès. Tu me dis, une belle aventure. Ben, c'est chouette, disons qu'on travaillait ensemble dans une agence de communication et de marketing, et puis il y en a un qui vient me voir en me disant écoute, on m'a proposé d'aller travailler chez machin, et l'autre, la même semaine, me dit on m'a proposé d'aller travailler chez machin. Et tous les deux me disent on s'entend bien, on travaille super bien ensemble, viens avec moi. Et moi, j'ai eu aussi l'idée de les mettre ensemble, donc de trahir leurs secrets respectifs. Et ça s'est bien passé puisqu'ils ont compris qu'il y avait un intérêt à collaborer entre eux et avec moi. Ils étaient plus seniors que moi, ils avaient plus de compétences et ils avaient une aura. Tous les deux étaient pilotes de course à l'époque et assez connus. Une société ensemble, indépendante, et qui a été une très belle aventure, pleine d'amitié, pleine de réussite aussi, et que j'ai décidé de quitter 3 années plus tard. Parce que jusque-là, on le disait il y a un instant, c'est déjà une carrière assez impressionnante avant même 30 ans. Là, tu fais déjà un premier retour en arrière, en tout cas, une certaine remise en question au niveau de ta santé par rapport au monde de la nuit et à la consommation d'alcool. Tu me dis qu'à l'époque, tu étais coureur de course automobile en Formule Ford, et donc tu vis à du 200 à l'heure, hein, comme on peut dire, mais tu me dis effectivement qu'en 1986, non, 1989, pardon, tu quittes Palmarès alors que c'était un succès, une belle aventure, une belle découverte, et tu pars en Argentine. Tu claques tout et tu vas chercher le soleil et le tango en Argentine. Écoute, ça c'est un des avantages du coaching, puisque d'une certaine manière, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai été, alors ce n'était pas un coach, c'était un formateur en gestion du temps. Okay. Mais ce type m'a permis de percevoir que la qualité de ma vie dépend de la qualité du temps que je passe. Si mon temps aujourd'hui n'est pas de qualité, ben quelque part la vie que je construis n'est pas de qualité. Et ce qui m'a aidé à faire aussi, c'est à commencer à me projeter dans l'avenir en essayant d'imaginer de quoi j'avais envie pour que ma vie me semble chouette. Et à l'époque, le soleil me plaisait, la nature, l'eau, la natation, le sport, il y avait quand même un appel de ce côté-là. Et puis l'argent aussi, je le reconnais, il y avait à l'époque une quête de l'Eldorado argentin, un pays extrêmement riche qui allait ouvrir ses frontières et donc des opportunités peut-être de faire de belles affaires là-bas. Et donc, j'ai claqué, enfin non, j'ai pas claqué la porte, j'ai laissé la possibilité à mes 2 amis et associés de revoir les conditions dans lesquelles nous étions associés, puisque j'étais dans un partenariat qui était d'importance inférieure au leur. Je voulais équilibrer ça en leur disant, mais je comprends, si vous n'en avez pas envie, je respecte, mais alors je ne reste pas. Ils n'ont jamais cru que je partirais. C'est ça. Et voilà, je l'ai fait. On s'est quittés bons amis, on a bien fait ça. Et alors, quelques années plus tard, après une longue boucle et un long trajet, je suis revenu en Belgique et finalement, j'ai recommencé à travailler avec eux. C'est une autre histoire. Tout à fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, on verra au cours de ta carrière, il y a des éléments comme ça liés à l'amitié qui sont vraiment importants. Et d'ailleurs, on parlera de certains de tes œuvres. Alors, donc tu reviens 1 an et demi plus tard, d'abord à Barcelone et puis à la Côte d'Azur, pour finalement revenir en Belgique et te relancer dans, je dirais, ta deuxième carrière, la communication.
Mais en fait, en Argentine, ce que j'ai voulu faire, je crois que je me suis bien trompé sur le pronostic, en tout cas à court terme, puisque les frontières se sont ouvertes et je pensais que j'allais pouvoir aider les Argentins à exporter davantage de produits plus industrialisés, manufacturés. Et un pays qui s'était un peu refermé sur lui-même avait permis à ces entreprises de bien fonctionner sans se moderniser et sans innover. Et donc, ils se sont retrouvés, au contraire, envahis, quand les frontières se sont ouvertes, de tas de produits étrangers plutôt. Donc, j'avais misé sur l'exportation, c'est l'importation qui a fonctionné. Mais surtout, je me suis rendu compte que l'Eldorado réel, c'est-à-dire les richesses réelles que je cherchais, c'était pas l'argent, c'était les amis, l'amitié, les relations humaines, et ça me manquait très fort. Et donc, je suis reparti dans ces métiers de la communication et du marketing, d'abord à Barcelone, comme tu le dis, puis j'étais engagé dans une grosse agence américaine parce que son adresse, figure-toi, était boulevard de la Plage. Et quand on me propose de travailler à côté de Nice, boulevard de la Plage, dans une des meilleures agences qu'il y avait à l'époque en France, ça ne se refuse pas. J'avais un chouette poste, j'avais un chouette salaire. J'ai passé 2 ans. Et puis, la Belgique et mes amis m'ont manqué encore. Je pensais qu'en étant à 1 heure et demie d'avion, ça allait aller, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et comme on me proposait de reprendre une autre agence plutôt du côté de Marseille, où j'avais aussi de très gros clients, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de rentrer en Belgique pour la même agence. Et là, j'ai fait carrière, effectivement, comme on dit, puisque je m'étais armé, j'étais devenu assez compétent sur toutes ces matières. J'ai pris un leadership sur le métier, proprement dit, puis je suis devenu aussi président de notre association professionnelle, puis je suis rentré de l'association mondiale, j'étais vice-président régional de l'association. Donc, vraiment, la carrière tracée. Et je l'ai quitté aussi. Et tu l'as quitté. Et durant cette période, puisque c'est la thématique un peu, enfin pas un peu, c'est la thématique de notre podcast, on passe à travers ta ligne du temps, ta carrière. À cette époque-là, comment ta santé, la prise en conscience ou la prise de conscience de ta santé se passait-elle donc à ton retour d'Argentine? Mais pour aller un cran avant ce que tu viens de dire, la reprise en main de ma santé, elle s'est passée en Argentine. C'est ça. Les 3 premiers mois où je suis arrivé là-bas, j'étais marié à l'époque, ma femme était encore en Belgique, ce n'était pas simple, c'est quand même 15 000 km, Buenos Aires. Et, et là, comme j'avais du temps en fin de journée, j'ai recommencé le tennis, j'ai recommencé à courir un peu, ce que j'aime pas tellement faire, mais je me suis remis en forme et ça m'a fait vraiment bien et j'ai senti la différence. Et qu'est-ce qui t'a poussé, puisque tu me dis, voilà, je n'aimais pas courir, mais je l'ai fait, qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là à te remettre en forme? Tu sentais que quelque chose manquait ou tu étais moins performant ou qu'est-ce qui t'a attiré vers cette reprise? Mais je pense que notre corps, il nous parle aussi, il nous dit des choses, simplement on ne l'écoute pas. Et là, comme il y avait plus de temps libre, je l'ai plus écouté. Et quand je l'ai écouté, il me poussait à bouger, en fait. Notre corps, il est fait pour bouger et il avait besoin de bouger. Je ne bougeais pas assez. J'étais arrivé au mois de juin, et le mois de juin à Buenos Aires, c'est l'hiver. Mhm. Donc il fait beau, mais il fait frais. Et là, je me suis dit au début, ça allait. Et puis quand il a commencé à faire chaud, commencer à aller courir et jouer au tennis quand il fait chaud et humide, c'est pas aussi facile. Donc, j'ai un peu rediminué, mais en tout cas, je m'étais remis en condition et on se baladait beaucoup aussi. Donc, ça faisait du bien, beaucoup de marche. C'est ça. Donc là, tu as eu cette période de remise en main en Argentine, puis ça a été plus difficile avec la température, puis tu es revenu à la Côte d'Azur, puis à la Belgique. Et donc là, 2006, c'est une période critique aussi pour toi. Tu vas probablement faire face à d'autres challenges. Tu vis un moment difficile et tu vas te réorienter, ou en tout cas, tu vas entrer dans une autre thématique de ta carrière. Ouais. Je sens déjà des années précédentes que le métier que je fais est en train de changer. Et
j'ai réalisé quelques opérations qui m'ont marqué, notamment un partenariat entre une grande marque de café et les banques alimentaires qui nous a permis d'offrir des millions de tasses de café à des sans-abri. Ça s'appelait Café pour tous. Et chaque année, pendant 19 ans, cette opération a continué. Et chaque année, c'était entre 8 et 10 millions de tasses de café qui étaient offertes aux sans-abri. De sens et de me rendre utile. Et je me rendais bien compte que j'étais dans un métier qui ne me convenait plus trop, qu'il fallait que je bouge, que je fasse autre chose. Et je me suis beaucoup plus intéressé à la collaboration. Parce que, schématiquement, dans une agence de communication, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des questions que se posent nos clients, des problèmes qu'ils ont. On emmène ça en interne dans nos équipes, on réfléchit, on trouve des idées et puis on va essayer de les vendre. C'est ça. C'est ça le climat. Et moi, je me suis rendu compte qu'en travaillant avec mes clients, on était beaucoup plus intelligent, qu'on allait plus loin et qu'on montait des opérations plus complexes, mais que le client achetait d'une certaine manière sans l'acheter puisqu'il contribuait à sa fabrication, à sa conception. Et donc, je me suis plus axé là-dessus, ce qui m'a amené par la suite sur tous les processus d'intelligence collective. C'est ça. Et donc, pendant 10 ans de nouveau, je me suis j'ai beaucoup œuvré à faire avancer cette capacité magnifique et magique que peut avoir un groupe de personnes qui apprend à réfléchir plus intelligemment que ce qu'on fait spontanément. Tu vois, et en même temps, au bout de ce temps-là, de nouveau, bifurcation, en me rendant compte qu'il y avait un frein majeur dans cette démarche-là, ce sont les égos qui viennent se mettre en travers de la route. Et ça me semblait tellement bizarre, parce que ce n'est pas logique. On voit bien quand on réfléchit bien et ouvertement dans un groupe de personnes que finalement, ce qui en sort est plus riche, et en même temps, on reste assis sur nos idées en disant « c'est quand même la mienne qui est la meilleure hein ». Et donc, ça m'a ouvert aussi les portes du coaching, même si on n'en a pas parlé, mais 2006 a aussi été une année difficile pour moi au niveau personnel, séparation avec ma compagne, du coup, qui était la mère de mes enfants. On venait d'acheter une maison, c'était pas évident du tout. Je voyais à la fois ma famille, mon couple et ma maison qui se détruisaient comme ça en peu de temps. Et ça m'a atteint beaucoup plus que je le pensais. J'ai fait une vraie dépression en bonne et due forme. Pendant 1 an, j'ai dû prendre des antidépresseurs parce qu'il fallait quand même tenir le coup pour faire bouillir la marmite, comme on dit. C'est pas simple. Mais ça m'a beaucoup appris. Et j'ai beaucoup de coaching et de thérapie pour moi-même que j'ai consommé dans ces années-là. Je faisais déjà avant beaucoup de choses, des séminaires, des stages de développement personnel. J'ai beaucoup lu depuis toujours sur ces sujets-là. Mais 2006, ça a aussi été ce point de stimulation, de dire, OK, intelligence collective, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment je fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire avec ça qui me fasse le plus de bien possible et qui en fasse autour de moi. C'est ça, donc à travers vraiment une expérience où tu as plongé corps et âme toi-même dans ces méandres de questions, et on le verra tout à l'heure quand on parlera de différents docteurs qui te permettent, docteurs intérieurs, qui te permettent aujourd'hui de trouver un certain équilibre. Là, tu as vraiment ton besoin de trouver ton équilibre et ton idéal à travers ce que j'appelle le docteur bonheur, hein, c'est à travers les thérapies, les coachings et les formations. Donc, tu as eu les deux aspects, et l'aspect, je dirais, personnel et l'aspect formation, qui t'emmène finalement vers 2008 à te lancer dans dans cette nouvelle carrière de coach, avec justement cette expérience personnelle qui est importante, et cette expérience, en tout cas cette formation professionnelle qui t'emmène vers finalement une troisième carrière. Oui, c'est ça, le troisième ou même quatrième. C'est entre le bistrot, la communication et le marketing, et puis l'intelligence collective. C'est un type assez formidable qui s'appelle, c'est le docteur Jacques Fradin, qui un jour m'a un peu secoué en me disant, écoute, tu parles toujours d'intelligence collective, mais as-tu déjà réfléchi à ton intelligence collective individuelle?
Et je ne me rendais pas compte à quel point il avait raison de me dire ça, Mhm. puisque une bonne partie aussi de ce que je fais aujourd'hui est basée sur cette idée que nous avons des facettes multiples en nous, Mhm. et de les accueillir et d'en prendre soin, hein, avec alors, c'est pas forcément comme un docteur, on parlera des docteurs peut-être, mais c'est aussi avec une question d'amitié profonde pour ces différentes parties de nous et d'avoir de la tendresse, de la compréhension, de l'ouverture. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser faire tout et n'importe quoi, n'importe quand, c'est pas ça, mais c'est leur faire de la place C'est à ça. chaque partie de nous. Ouais. Accueillir, faire de la place, pouvoir accepter, créer des relations avec ces différentes parties. Et toi, en ce qui te concerne, avec toute l'expérience et les événements de vie que tu as vécus qui ont fait ce que tu devenais finalement autour des années 2010, 2012, où là, de nouveau, ce lien d'amitié important, puisque c'est avec une équipe d'amis que vous créez l'Université d'été Transmutation, qui en était à sa 12e édition cet été, avec à nouveau un succès. Je t'entends chaque année en parler et effectivement te sentir très impliqué dans cette université. Tu peux un peu plus nous en parler de comment ça s'est créé finalement, ce besoin d'offrir cette université d'été? Écoute, moi, je collaborais déjà avec une association qui vise à rapprocher des managers et des philosophes pour les faire réfléchir. Et puis, un ami d'un ami a été à Bordeaux, où il y a une université homme-entreprise, et il a été très séduit par ce projet de mettre des orateurs de haut vol devant des entrepreneurs, des dirigeants, pour les aider à voir les choses autrement, à enrichir leur perspective sur le monde, sur ce qui se passe et sur ce qu'il est possible de faire. Et il est rentré avec l'idée de faire ça en Belgique et il a regroupé quelques personnes autour de lui. J'ai eu la chance de faire partie de cette équipe et qui chaque année se reconstitue, évolue. Alors il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, mais le gros de l'équipe est toujours là. Et ce qu'on fait, c'est pendant 2 jours normalement. Alors en période Covid, ça c'est un peu plus difficile, on ne fait qu'une seule journée, mais normalement c'est deux demi-jours. Ça commence le jeudi midi, le jeudi soir, il y a un dîner, et puis ça reprend le vendredi matin jusqu'au déjeuner du vendredi midi pour laisser du temps l'après-midi aux personnes qui veulent partir. Et pendant ces 2 jours, on propose un thème qui est exploré par 7 personnes, 8 personnes selon les éditions, qui viennent donner leur point de vue de philosophes, de géopoliticiens, de sociologues, de psychologues ou de psychiatres, de témoins, et des gens tout à fait formidables. Je dirais un mot de Karen Nordschiln qui a pris la parole cette année, et qui est une femme tout à fait stupéfiante et qui a tant de choses à nous apprendre. Et cette université est soutenue par quelques parrains, un peu plus de 20 patrons d'entreprise, recteurs d'université, ministres ou autres, qui réservent une table et invitent une série de personnes à leur table, qui sont soit des membres de leur entreprise, des clients, des partenaires. Et on réfléchit tous ensemble. Et on se remet fort en question et on bouscule aussi un peu le confort dans lequel on vit aujourd'hui, notamment sur le thème de 2019 qui était mutation ou effondrement, où on ne mâche pas nos mots non plus pour dire, ben voilà, pour l'instant, si on continue comme on le fait, c'est la cata. Pour nos enfants, c'est épouvantable. Donc, il importe de changer. On sait que c'est difficile. On sait qu'on y arrive difficilement nous-mêmes aussi. Mais en s'y mettant à plusieurs et en ayant un travail, on pourrait le faire. Et le message passe très bien. Il y a vraiment une grande fidélité de la part des parrains et des participants qui adorent. Ça nous fait réfléchir. Ça nous fait Voilà. beaucoup réfléchir. Clairement, parce que comme tu le dis, hein, il faut pouvoir donner cette réflexion dans un monde qui, peut-être pendant un moment, s'est un peu endormi. Hein, on en parle au niveau de la santé. Finalement, pendant des années, on ne faisait pas spécialement attention parce que ce que l'environnement nous donnait, il était cohérent avec nos besoins. Aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question. Et finalement, je pense qu'il faut se poser la question dans tous les domaines, parce que si on continue, comme tu le dis, pour nos enfants, nos petits-enfants, ça ne passera plus.
On le voit au niveau du climat, on le voit au niveau de l'économie, on le voit au niveau des collaborations, on le voit au niveau de la santé, puisque pendant 18 mois, et ce n'est pas fini, on a été contraint à changer énormément de choses. Et donc, clairement, ce sont des tables rondes, des initiatives qu'il faut mettre en avant. Et donc, ta 12e vient d'être terminée. Et donc, la 13e sera… Alors, d'abord un mot sur la 12e. Le thème de la 12e, c'était le sens de la relance. C'est ça. Parce qu'on sentait bien de la part de toutes les personnes qu'on fréquente qu'il y avait ce besoin, allez, il faut qu'on en sorte de ce Covid, on en a marre de cette Covid qui nous empoisonne, il faut qu'on en sorte, il faut qu'on relance, il faut qu'on reparte. Et ce qu'on a fait, c'est questionner le sens dans lequel on repart, en disant clairement, si on repart dans le même sens, alors c'est la catastrophe. Et j'en ai parlé brièvement, mais une des personnes qui a pris la parole, c'est Karen Northschild. Karen, c'est une femme, c'est une sportive de haut niveau, nageuse, formée au coaching sportif. Et elle devait partir aux Jeux Olympiques. Et avant ça, elle prend l'avion pour aller voir sa mère qui est aux États-Unis pour la saluer. Et elle est à l'aéroport à l'embarquement, à 2 mètres d'elle. À 2 mètres d'elle. La bombe explose. C'était les attentats de Zaventem en 2015 ou 2016. Et elle est récupérée en morceaux. Son cœur s'arrête 3 fois dans l'ambulance. Elle va passer 4 ans dans les hôpitaux, dont 3 mois dans le coma, 1 an et demi. Et elle perd une jambe, elle perd l'estomac, elle perd l'ouïe. Elle vit avec des acouphènes intenses toute la journée. Et elle va se battre. Elle va se battre pour reprendre de la vie, pour reprendre la santé, pour remarcher, alors que tout le monde lui dit qu'elle ne marchera plus. Et en fait, c'est ça qu'elle nous a montré. Il fallait qu'elle accepte de renoncer à ce qu'elle était avant. Et se dire, mais je peux être quelqu'un d'autre, autrement. Et ça peut être chouette aussi. Et elle nous en donne des leçons, quoi. C'était très, très émouvant et une leçon de vie formidable. Tout à fait, parce que tu parles tout à l'heure de l'ego qui est parfois un peu trop présent. Là, il faut effectivement le modifier, cette personnalité, cet ego qui aimerait probablement, je ne l'ai jamais entendu, mais tu m'as inspiré à aller plus écouter et voir son message. Mais il faut probablement mettre l'ego de la championne ou future championne olympique de côté et se réinventer, se redonner un nouveau visage, un nouveau message. Et ça, j'imagine, puisque c'est finalement, j'ai l'impression, un petit fil conducteur à travers cette interview, grâce aux autres également, parce qu'on peut pas, il faut avoir ce besoin principal d'aller de l'avant. Et on fera d'ailleurs une parenthèse, enfin pas une parenthèse, mais un lien avec l'un de tes livres, mais aussi avec un cercle de personnes autour. On ne peut arriver nulle part tout seul. Je disais récemment, finalement, la vie, c'est un sport individuel que l'on pratique en équipe. Parce que le matin, pour se lever, on est seul. Il faut pouvoir se botter les fesses pour se lever. Mais par contre, avancer seul, on ne peut pas le faire. Il faut qu'on soit entouré. Et parfois, on a justement un petit coup de blues. C'est pour ça que ce podcast est né. C'était pour, dans cette période plus difficile, pouvoir inspirer les entrepreneurs qui passent peut-être par une période difficile, d'entendre qu'on est tous dans des moments parfois difficiles et qu'il y a des moyens de s'en sortir. Et là, tu nous donnes l'exemple finalement de ton parcours à toi, avec toutes ces remises en question, ces aventures, ce changement de cap. Et puis, tu nous parles ici d'une personne qui a dû le faire, je dirais, de manière très violente, mais aussi, j'imagine, puisqu'elle vous a ému, de manière magnifique. Tout à fait. C'est la 2e fois en 12 ans qu'il y a une standing ovation. Et c'était beau. Et en fait, ce que mon parcours m'a appris, c'est aussi un peu de ça dont je veux témoigner, c'est que les circonstances de la vie ne sont pas toujours comme on aimerait qu'elles soient.
et il se passe des accidents. On va abandonner nos désirs, nos acquis, nos réalisations, et c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est C'est pas pas grave. grave. Et si on regarde la suite finalement, parce qu'ici on parle de 2021 pour l'université d'été, mais si je reviens un peu en arrière, en 2017, tu écris 2 livres, dont un semble vraiment illustrer finalement tes différentes carrières. C'est Mon meilleur ami, c'est moi, qui est un livre effectivement qui parle de l'amitié, mais avec soi-même, comme on le disait il y a un instant. Et puis un deuxième qui s'appelle Oser, ça change tout, et qui effectivement représente, à mon sens également, beaucoup d'événements de ton expérience personnelle que tu peux partager. Et justement, j'encourage vraiment les entrepreneurs à jeter un œil sur ces 2 ouvrages, parce que l'entrepreneur, bah, lui, il doit effectivement pouvoir se soutenir pour pouvoir faire avancer l'entreprise. Je pense que pour vivre totalement l'expérience entrepreneuriale, il faut se mettre un petit peu au centre aussi du business plan, comme je le disais tout à l'heure, et oser, ça change tout. Donc, tu peux nous en parler un petit peu du contexte par rapport à ton expérience? Écoute, je vais les scinder en 2. Mon meilleur ami, c'est moi. Je crois que c'est la clé d'une vie épanouissante. Je parle pas du livre, je parle de l'idée même d'être profondément ami avec soi. La personne avec laquelle on passe de loin le plus de temps, c'est nous-mêmes. Et donc, si je passe mon temps à m'engueuler, à mal me traiter, à me dire que je suis un con, un incapable, ben, je vais commencer à le croire et le devenir, et je vais être ronchon. Et si j'apprends à me parler avec compréhension, une forme de tendresse, d'amitié, mais une amitié sincère, sans complaisance. Je ne suis pas là pour, si tu fais des conneries, je vais te dire, écoute David, je pense que là, tu pars dans une mauvaise direction. Je ne vais pas critiquer la personne que tu es. Tes comportements actuels ne sont peut-être pas les bons. Et donc, c'est apprendre à faire ça avec soi, avec soi-même. Et je crois que dans mon parcours de vie, à plusieurs reprises, ben, j'ai été un bon ami pour moi. Je me suis dit, si tu restes dans la nuit, tu vas mourir. Si tu restes dans le marketing et tu ne prends pas cette perche qui t'est tendue, partir en Argentine, faire un changement de regard sur le monde, puisque ben, on va vraiment de l'autre côté du monde, tu vas passer à côté de quelque chose. Ça vaut la peine. Vas-y. Voilà, la pub et le marketing, pour toi, tu as fait le tour, tu as une magnifique carrière. Passe à autre chose, réinvente-toi. Qu'est-ce qui fait sens à tes yeux? Toujours cet ami qui est là avec moi et qui, même dans les moments les plus difficiles, s'est avéré en fait celui que j'avais laissé de côté. Et j'adore l'idée que la personne à laquelle on doit le plus de fidélité, c'est soi-même aussi. Je pense qu'une partie des difficultés que j'ai vécues au niveau sentimental, entre autres, venait du fait qu'à force de vouloir être trop gentil, apprécié par l'autre, je n'étais plus qui j'étais. Je n'étais pas fidèle à moi-même. Et du coup, je perdais mon enthousiasme, j'étais l'ombre de moi. Et donc, je dépérissais, et donc, ça n'allait pas. Et c'est en reprenant cette fidélité et ne plus jamais me laisser tomber moi-même que je peux avoir de l'énergie et que je peux aider les autres aussi à trouver cette voie qui est quand même essentielle de faire la paix avec soi et avec toutes les parties de soi, parce qu'on est plus que 2, mon ami et moi, on est une grande famille ici. Et le deuxième, c'est un long travail avec Daniel Kerrigan, qui est un Américain avec qui j'ai travaillé 4 ans. Lui a étudié la psychologie et les neurosciences, il m'a beaucoup appris. On a passé plein d'études pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un va oser faire quelque chose qui est un peu difficile. Et derrière oser, il y a ce geste c'est de l'audace, c'est du courage, c'est de la persévérance, c'est pouvoir rebondir quand on tombe, de la résilience, retaper. C'est un peu tout ça, oser, ça change tout. Et les travaux avec Daniel avaient permis d'identifier 3 grands piliers sur lesquels s'appuyer pour oser, en 2 mots, nos motivations, nos désirs
qui vont dans tous les sens, parce qu'on a des désirs qui peuvent s'annuler et qui, avec soi, par exemple, c'est un état d'esprit. L'optimisme, c'est un état d'esprit. Les émotions positives vont contribuer à avoir une forme d'état d'esprit. Hein, on peut être plutôt ronchon, enfin, il y a un plein. Et puis, nos capacités. Et quand j'améliore mes capacités, petit à petit, ben, j'ose davantage et j'ose aller plus loin. Donc voilà, ces deux livres mis ensemble sont des éléments, je crois, fondateurs d'une bonne vie, puisque je suis bien avec moi et je rentre dans la vie et je rentre dans le monde et je vais m'exposer et je vais m'exposer à l'échec et je m'en fous parce que ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. Il y a cette phrase magnifique de ce type malheureusement disparu qui disait « L'expérience, c'est ce qu'on acquiert quand on n'obtient pas ce qu'on veut ». Moi, j'ai beaucoup d'expérience, je peux te dire. Voilà. Des tas de fois, je n'ai pas eu ce que je voulais, mais chaque fois, j'apprends et ça me fait du bien, et puis ça fait du bien autour de moi aussi. C'est ça, c'est une expérience, c'est vraiment nourrissant, ça te nourrit par rapport justement à ce docteur Bonheur dont on parlait tout à l'heure. Donc, tu l'illustres, je trouve, très très bien au fur et à mesure de ta carrière, des choix que tu as faits et de ces deux ouvrages qui sont certainement à mettre dans la bibliothèque des entrepreneurs pour nourrir ce docteur Bonheur et pouvoir réfléchir peut-être sur certaines choses, se réinventer parfois justement dans une période comme aujourd'hui, après un chamboulement de nos habitudes. Et à travers ces différentes années, hein, depuis 2006 à aujourd'hui, si tu devais un petit peu nous partager un peu tes secrets, tes routines en termes de repos. Tiens, quand toi, tu te sens vraiment fatigué, quand tu as trop d'écran, qu'est-ce qui te fait le plus de bien? Et peut-être aujourd'hui, ou peut-être ce que tu as appris sur ces dernières années pour te reposer, mais de manière proactive. Parce que dormir, on sait bien que ce n'est pas toujours la meilleure, enfin, automatiquement la solution. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager un peu en tant qu'entrepreneur, en tant que coach? Parce que finalement, à travers ces différentes étapes, on va peut-être même oublier qu'aujourd'hui, tu es essentiellement coach de dirigeants. Je partagerai dans le descriptif là où on peut te retrouver, justement, pour ceux qui ont cliqué, comme on dit, avec ton parcours et avec ta manière d'aborder justement la remise en question. Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir recharger les batteries? Écoute, la première chose, et c'est important, y compris dans l'accompagnement de dirigeants que je pratique, c'est de comprendre soi-même et d'aider à comprendre. C'est la vie professionnelle qui est au service de ma vie, plutôt que ma vie au service de ma vie professionnelle. Comme ça m'est arrivé à certains moments de ma vie où finalement j'oubliais tout, j'étais tellement en train de bosser que ça, c'est un truc que j'ai arrêté. La seconde chose, c'est que je ne peux pas bien fonctionner, je ne peux pas bien, notamment, mais j'écris des livres, là j'ai encore un projet de livre sur lequel j'avance lentement, c'est plus la maturation, mais quand je veux écrire, je sais que je ne peux pas écrire correctement pendant 8 heures par jour. Je fais 3-4 heures maximum. Et donc, il y a toute une préparation, méditation le matin, mes petites séquences de gymnastique, mettre de la clarté sur ce que je vais faire. Si je ne l'ai pas fait la veille, en général, c'est la veille au soir que je définis ce que je fais le matin. C'est bien m'alimenter le matin, c'est beaucoup d'eau. Oh, c'est qui m'a dit ça? C'est un certain David Germeau, mais faire respirer la journée, me balader, faire des pauses. Je fais pas régulièrement et volontairement pas régulièrement la sieste. Donc, je me suis rendu compte que ça me va bien. Je parviens à faire des siestes courtes, 15 à 18 minutes en général. Je m'endors peut-être 1 minute, même pas, mais ça suffit et ça me retape vraiment. Voilà, je pense que ça, c'est un peu le… Et puis, je fais très attention aussi à ce que je mange. J'ai éliminé déjà depuis longtemps, depuis 1900, c'était avant l'an 2000, j'ai arrêté le gluten, le lactose, puis des choses qui me faisaient du tort. Et je fais attention à ce que je bois aussi, essentiellement de l'eau et du vin. J'aime bien le vin, mais je bois assez raisonnablement et je diminue en plus pour l'instant pour retrouver la forme. Ouais.
C'est ça, parce qu'on entend, hein, effectivement, j'ai eu la chance de travailler avec toi, on s'est rencontrés il y a plusieurs années. On a collaboré pendant pas mal de temps, on a même dernièrement réalisé une série de webinaires justement sur la remise en question et sur la prise en main face à la problématique de la crise. Mais comment finalement tu arrives aujourd'hui à, grâce à ce meilleur ami que tu as fortement développé au cours du temps, mais te jauger quand tu as justement besoin de faire un peu plus attention à la récupération ou lorsque finalement l'alimentation, tu fais un petit écart. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça dans un espèce de dynamique spontanée? Parce qu'on a travaillé ensemble. Tu viens de parler effectivement des différents docteurs, hein, docteur repos, docteur menu, docteur mouvement. Le docteur bonheur est très important dans ton quotidien. Mais comment est-ce que tu peux voir, tiens, là, c'est le petit, ton meilleur ami intérieur qui te tape sur l'épaule et dit, là, Pierre, tu allé un peu trop loin. Comment est-ce que ça se passe au quotidien? Est-ce que tu as des routines spécifiques ou est-ce que tu fais ça au feeling ou... Écoute, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est plus, je dirais, stratégique et l'autre qui est plus tactique ou réactive. Je me suis passionné ces derniers temps pour l'ikigai. Tu vois, l'ikigai japonais dont tout le monde parle. Et je me suis rendu compte en approfondissant un peu que ce qu'on a l'habitude de voir, les 4 cercles, ce que j'aime faire, ce que je sais bien faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi le monde est prêt à me payer, ça n'a rien à voir avec le Japon, ça vient d'Espagne et c'est un blogueur de New Jersey, je crois, qui a transformé ça pour faire un truc qui gagne, mais ça n'a rien à voir. Et donc, quand on regarde l'ikigai authentique et les différents travaux qui sont faits au Japon principalement sur l'ikigai, on voit qu'une des choses qui est importante, ça s'appelle Hokosei, et on pourrait traduire ça par la directionnalité. La directionnalité, ce sont des perspectives, des lignes que je peux tracer entre mon passé, aujourd'hui, aller voir comment j'aimerais que ça se passe demain, pour pouvoir, en fonction de ça, prendre des décisions sur ce que je fais aujourd'hui. C'était déjà, j'ai parlé de la gestion de temps, mais c'est essentiel dans mon esprit. Ce que je fais aujourd'hui a un impact sur demain. Je ne sais pas exactement lequel, parce que de toute façon, tout peut changer, mais je peux mettre toutes les chances de mon côté. Karen Northchild, dont je parlais tout à l'heure, elle a pu survivre et surmonter ces difficultés parce qu'aussi, à la base, c'est une athlète. Elle avait déjà un corps qui était en forme. Si son corps n'avait pas été en forme, elle n'aurait sans doute pas survécu. Donc voilà, c'est ce travail stratégique de me dire mais comment je veux être, et moi je veux être vivant et en forme à 95 ans, parce qu'à ce moment-là, mon fils aura 50 ans et je voudrais avoir des conversations d'adulte à adulte avec toute ma tête, être encore vivant. Je vois Edgar Morin à 100 ans à la télé, il était en train de danser l'autre jour. Voilà, si je peux arriver à ça. Donc, il y a une perspective qui m'anime et qui me fait des choix. Ça, c'est une chose. Et donc, combien de minutes je médite par jour, puisque je m'engage à l'égard de moi. Je suis fidèle, loyal, 5 fois par semaine, méditer 15 à 20 minutes. Bon, est-ce que je le fais ou pas? Je fais un tracking pour voir si je le fais. C'est la partie, je dirais, stratégique et organisée. Ouais. L'autre partie, c'est m'écouter. C'est de voir qu'est-ce qui se passe. Ces derniers jours, je dors moins bien. Je digère moins bien. Une reprise en main est nécessaire. Et donc, il faut mettre de l'ordre. Voilà, c'est ça. Et dans la journée, quand je suis vraiment fatigué, je peux m'arrêter. Pas toujours. Il y a des jours où je suis tellement fatigué que je n'ai plus la force de m'arrêter. Je continue. Ça, c'est épouvantable. J'ai connu ça avant, plus jamais. Donc, ça m'arrive, mais c'est très rare. Très rare, ouais. De dire, ça ne va pas, il faut que je m'arrête. Et je me surpose. Voilà. Et donc, tu arrives, comme tu le disais tout à l'heure, de mettre ta santé professionnelle au service de ta santé à toi. Et donc, ce n'est pas l'inverse. Et donc, quand tu dois faire une pause, tu fais une pause, mais tu as effectivement tes lignes directrices pour pouvoir justement maintenir un certain équilibre par rapport à ce qui te correspond.
parce que tu l'as toujours dit, l'activité sportive, le sport est un moyen d'eux, n'a jamais été quelque chose qui a pris une grande part de ton quotidien, mais ça reste là à travers différentes activités pour justement faire en sorte que ton équilibre soit stable, que tu puisses être créatif, parce que pour écrire un livre, pour avoir fait une première tentative il y a quelques années, c'est un gros travail, ça mélange les neurones, il faut être en forme, il faut être avec une clarté mentale importante, et ça vient de la santé physique, hein. Aristote en parlait, mais c'est d'autant plus important aujourd'hui où notre quotidien, finalement, il est tellement confortable que le corps se laisse facilement aller. Oui. Et pour donner un exemple pratique aussi, tu vois, moi, j'ai eu pas mal de psy dans ma vie. Je crois que c'est très bien. Et un des seuls regrets que j'exprime de temps en temps, c'est le fait de ne pas avoir commencé plus tôt. Je pense que si j'avais commencé à 20 ans, ma vie aurait encore été différente. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais quand j'allais chez des psys, je voyais un client sortir et puis il me faisait rentrer et il alignait 8 clients par jour. Je fais jamais ça. Je laisse toujours du temps entre les séances et les personnes que je reçois, au moins un quart d'heure, mais en général, c'est une demi-heure. D'abord parce que parfois, il y a besoin de consacrer plus de temps et donc je peux dépasser de 5-10 minutes s'il faut. Ce n'est pas un souci et ça ne va pas se répercuter sur les autres. Et puis, je peux respirer, et puis je peux boire, et puis je peux marcher un peu, et puis je peux méditer. La présence avec l'autre est essentielle pour bien faire mon travail. Et pour être bien avec l'autre, il faut que je sois connecté à moi. Donc, il faut que je sois très présent à moi. Et donc, quand je sens que je ne suis plus très présent à moi, je sais que y a un truc qui ne va pas aller et je n'ai pas envie de faire mon travail à moitié. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, je pense, les respirations, et c'est un peu un de mes mots d'ordre pour cette semaine, il faut que je remette de la respiration dans ma semaine. Et voilà, je fais ça avec joie. Tout à fait, comme le grand compositeur qui met des pauses sur sa partition, parce que si on a des notes qui sont l'une après l'autre, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, il faut mettre des pauses dans notre quotidien. En tout cas, moi, ça m'a déjà, pourtant on se connaît, mais ça m'a beaucoup inspiré de pouvoir t'interviewer sur ce sujet-là. Avant de parler un peu plus de là où on peut te retrouver, Pierre, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux entrepreneurs qui pourraient passer une période un peu plus difficile de découragement, de fatigue, peut-être d'abandon face à eux-mêmes pour leur santé, en disant que j'entends parfois des entrepreneurs qui disent que dormir, ce sera quand ils seront 3 pieds sous terre. Non, dormir, ça nous permet justement de nous régénérer. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, si tu avais un conseil à donner? C'est difficile d'en choisir un seul. Ce que je peux dire d'expérience, c'est que tout ce qui est matériel dans notre vie n'a finalement pas beaucoup de valeur. Ce qui a vraiment de la valeur, ce sont les relations qu'on a avec les autres. Voilà, les études le montrent sur les personnes en fin de vie se posent 2 questions, comme le dit le psychiatre Christophe André. C'est comment j'ai aimé. C'est pas comment on m'a aimé, c'est comment j'ai aimé les autres, comment j'étais là pour les autres, et qu'est-ce que j'ai appris. Le reste, est-ce que j'ai beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, une grosse maison, ça n'a aucune valeur. Ce sont des plaisirs qui sont éphémères parce qu'on a l'habituation hédonique qui fait que il en faut toujours plus et c'est jamais satisfaisant. Et de toute manière, ce que l'on cherche sans le savoir, en ayant le plus de richesse possible, c'est d'essayer de faire grandir la valeur qu'on a à nos propres yeux et que l'on veut percevoir dans le regard des autres. C'est l'estime de soi. Et ça, c'est au cœur de mon travail aussi. Et donc, c'est comprendre que finalement, la vraie valeur que l'on a, elle est inestimable, elle est innée, elle est liée à la personne que l'on est et qu'on n'a pas besoin de posséder quoi que ce soit pour avoir la valeur. Cela dit, ça n'empêche pas de gagner de l'argent, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, il ne faut pas vivre pauvre. Mais souvent, on court derrière des miroirs aux alouettes. Donc, qu'est-ce qui compte à mes propres yeux, vraiment? À la fin de ma vie, à quoi j'accorderai l'importance? Pas au fait que j'ai réussi à répondre à 120 emails hier, non. Comment j'ai traité mes proches, comment j'ai traité ma femme, mes enfants, mes compagnons, mes amis, ma famille.
mon entourage, ma communauté, mon pays, le monde sur lequel on vit, dans lequel on vit, dont on fait partie. C'est ça les questions que je me pose. Et quand je me pose ces questions-là, tout le reste perd un peu de son importance. Il y a une relativisation qui devient possible et du coup, on peut plus facilement lâcher. C'est ça. Lâcher en disant, il faut que je m'arrête, Ok. il faut que je prenne du repos, il faut que je prenne... Et moi, ce que j'ai vécu au cours de ma vie, chaque fois que j'ai fait ça, c'est ressortir avec plus d'énergie, plus d'idées, plus d'inspiration, plus de capacité. Vraiment, en lâchant, on va beaucoup plus loin. Et ça, Karen Norchel, elle en a beaucoup parlé aussi, le fait de lâcher et de regarder ce qu'on a. Et peut-être finir là-dessus. C'est parce que je vois tellement de gens qui se plaignent de tout ce qui est difficile pour l'instant. On est sans doute parmi les générations des humains depuis toujours qui vit avec le plus de confort, de facilité, d'agrément, de sécurité, de santé. C'est incroyable ce qu'on a. Et donc, arrêter de regarder ce qu'on n'a pas, ce qu'on voudrait avoir, qu'on ne parvient pas à avoir, et reconnaître ce qu'on a, et avoir la gratitude pour ce qu'on a. J'ai un ami qui me dit oh, je me suis fait mal à la main, je suis un peu embêté, je dois dicter un truc. Je dis mais tu sais, sois content, tu as encore ta main, tu vas encore pouvoir t'en servir. Tu te rends compte, tu as ta main. Et tout d'un coup, il se rend compte que c'est vrai que si je perds ma main, je suis vachement emmerdé. Waouh, merci ma main d'être là et de fonctionner. Oui, Quand on prendre une cultive pause. ces émotions, C'est ça. ça nous fait du bien et ça fait du bien autour de nous. Parce que les émotions, elles sont contagieuses. Donc, quand j'ai des émotions difficiles, je les fais circuler partout. C'est pire que le Covid. Ouais. Et quand j'ai des émotions positives, c'est bienfaisant aussi. C'est aussi contagieux. Clairement, donc prendre un peu de recul, analyser effectivement ce qui a de l'importance pour soi et éventuellement aller voir un ami, retrouver les éléments qui nous nourrissent. Et effectivement, pour cela, il faut prendre le temps. Donc, c'est ce que je vais retenir. C'est effectivement en cas de coup dur, en cas de baisse de motivation, où on a l'impression que les choses n'avancent pas comme on voudrait. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est que on a de l'expérience quand les choses ne se passent pas comme on voudrait. Eh bien, ça, c'est justement le moment de dire, OK, pause, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être pas mis mon énergie dans les bonnes activités, j'ai besoin de me reposer. Et là, effectivement, chacun va trouver alors l'activité qui lui permettra de se recharger. En tout cas, un tout grand merci, Pierre. Si maintenant les gens qui nous écoutent sont intrigués par ton travail, on peut te retrouver sur un tout nouveau site, coaching-2-dirigeant. Il suffit, si tu tapes Pierre Portevin, j'ai la chance de porter un prénom, enfin le prénom est connu, mais avec ce nom-là, il n'y en a pas beaucoup. En tapant Pierre Portevin dans Google, on tombe tout de suite sur mes sites. Il y en a un qui est plutôt sur le coaching de vie, l'ikigai, et l'autre qui est sur le coaching de différents, même si souvent c'est la même pratique, puisque ce qui importe, c'est d'abord la vie et la vie professionnelle au service de la vie. Et voilà, j'ai la chance d'avoir ces deux cordes à mon arc. Et puis, peut-être pour ceux qui en ont envie, le site de transmutation, mais ça, je le mettrai. Je ferai un petit article, tiens, je ferai un petit article demain sur mon blog pour parler de transmutation. Comme ça, il y a les liens, il y a tout. Ça vaut la peine. Il y a des... Je mettrai toutes tes coordonnées dans le lien de description. Je recommande à nouveau Mon meilleur ami, c'est moi et Oser, ça change tout, deux ouvrages qui nous ont mis un peu l'eau à la bouche par rapport à tout ton parcours aujourd'hui. Et comme je le disais, qui serait important d'avoir dans une bibliothèque d'entrepreneurs. Pierre, un tout grand merci, je vais le dire une dernière fois. Tu as peut-être une dernière chose à ajouter? Oui, je voudrais dire un truc. C'est que aujourd'hui, avec les compétences et les acquis et l'expérience et l'expertise que j'ai, c'est grâce à de très nombreuses personnes. Hein, mais parmi ces personnes, tu me permettras d'en remercier une, c'est toi, parce que tu m'as aidé à me remettre sur pied. Tu m'as, à un moment où j'étais plutôt faiblard et fatigué, tu m'as aidé à reprendre pied et à retrouver la force de me remettre en forme, parce que ça manquait. Et j'ai trouvé en toi quelqu'un qui a beaucoup de psychologie naturelle,
comprendre comment je fonctionnais pour me trouver des petits trucs très simples. Et vraiment, ça m'a aidé. Donc, merci à toi. Tu fais partie de ceux qui m'ont aidé à être en forme. Je te remercie beaucoup, Pierre. Ça me touche énormément et ça donne sens effectivement à notre métier, puisqu'on a ce point commun en dehors de tester l'expérience de l'immigration, puisqu'on s'est rencontrés en Belgique et là, je ne le suis plus. Tu as vécu en Argentine, donc on sait effectivement ouvrir le monde à un certain moment, mais on partage cette envie de coacher. Ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Sur ces belles paroles, je vous donne à toutes et à tous rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau parcours ou d'un parcours d'un autre entrepreneur qui, j'espère, va également vous inspirer autant que Pierre vous a inspiré aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Adressez-vous directement à Pierre ou dans les commentaires et je transmettrai avec grand plaisir. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.